Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 43e épisode de C'est quand la pause, un épisode enregistré entre deux événements internationaux. Lionel et Jérôme souffrent encore du décalage horaire suite à leur participation à Learning Tech London, alors que pour ma part, je me prépare à affronter les 6 heures de différence avec Montréal pour participer au sommet du numérique en éducation. Mes complices ne sont pas revenus les mains vides de Londres, pas de fish and chips ou d'English breakfast, mais bien 2 chroniques à l'accent anglais. Jérôme vous proposera de découvrir le reverse mentoring. Si vous ne souhaitez pas passer pour un boomer qui ne connaît pas cette nouvelle approche du mentorat, je vous conseille de prêter attention à sa chronique. Lionel vous parlera de micro-learning ou de micro-learning. Est-ce que plus c'est court, plus c'est efficace? Réponse dans cette deuxième chronique. Pour ma part, même si je n'étais pas de ce voyage londonien, je vais vous faire découvrir la pédagogie un peu particulière d'une école située à Leiston, en Angleterre, la Summerhill School, un établissement d'enseignement fondé en 1921 par Alexander Neal, afin d'y appliquer ses théories pédagogiques originales. Et vous devrez attendre la 3e chronique pour en savoir plus. Avant cela, j'accueille ceux qui sont toujours en avance sur leur temps, même sans décalage horaire. Lionel, Jérôme, welcome on C'est quand la pause. Comment allez-vous, Lionel? Bonjour Nicolas. Hello. C'est vrai que ça va être un épisode à l'accent un peu anglophone, hein, j'ai l'impression. Est-ce que Londres vous a fait du bien? Londres a fait beaucoup de bien, comme chaque année, hein, chouette conférence, comme j'ai déjà répété dans différentes chroniques. Et donc Lionel m'a accompagné pour la première fois et donc a eu son dépucelage Learning Technologies UK. Donc, mais tout s'est bien passé. Je m'attendais. Ouais, c'était vachement intéressant. Globalement, des plénières de fous, hyper réflexives et très globales, plutôt sociétales. Et ça, c'était vachement bien. Quelques petite déception, je m'attendais pas à avoir à ce prix-là quelque part l'une ou l'autre déception, mais elles ont quand même été là. Mais voilà, globalement, gros point positif pour un événement qui n'a pas, je pense, énormément de pareil dans le milieu. Donc cool. Et à ce prix-là, on peut peut-être le préciser pour nos auditrices et auditeurs. Autant le Learning Tech Paris est gratuit et a des conférences, mais qui sont souvent liées à des prestataires commerciaux qui payent pour ces conférences. Autant à Londres, il y a une partie conférence qui est assurée par des personnes, notamment des scientifiques ou des keynote speakers. Et cette partie est payante. On est aux alentours de combien, plus ou moins? Vous vous souvenez? 1300 livres, je pense. 1300, 1400 livres. Donc pas rien du tout, quoi. Ouais. Mais pour comparer effectivement à nos auditrices, nos auditeurs qui fréquentent et connaissent Learning Tech Paris, c'est exactement en fait la même chose à Londres. Donc il y a la même partie exhibition avec tous les prestataires qui sont là dans un grand hall et il y a des petits théâtres aussi où il y a des petits speeches à visée commerciale aussi avec un peu de contenu. Donc ça c'est exactement la même chose. Et c'est accessible gratuitement aussi, à Londres aussi. La différence, c'est qu'il y a une partie, c'est dans le même hall, mais c'est dans un espace différent, où là, il y a vraiment des conférences, et il y a des plénières avec des guest speakers, et après, il y a à chaque fois 4 mini-conférences en simultané, et donc à choisir. Et là, il n'y a pas du tout de visée commerciale, hein. C'est effectivement des experts ou des professionnels vraiment qui viennent partager leur vision, leur expérience là-dessus. Donc voilà. Et cette partie-là, alors, est payante. Mais il y a toujours la partie gratuite exhibition aussi. Merci. Je reviens juste un instant sur le format des conférences qui ont lieu au niveau des conférences, parce que là, je trouve que c'est vachement intéressant. C'est des formats plutôt longs. Donc on n'est pas sur un enchaînement de 15 minutes ou de 20 minutes, on est plutôt sur 1 heure de conf chaque fois avec encore 10-15 minutes d'échange et ça rend les choses assez intéressantes vu que ça permet de les approfondir et d'avoir ensuite des interactions. Donc c'est cool. Je pense que votre séjour londonien va faire aussi partie de vos actualités personnelles, professionnelles. Donc je vous propose qu'on passe à ces actualités et Lionel, garde la main pour ton actualité. De fait, c'était au retour de London.
So we took on a pris le train et c'est très efficace jusqu'à ce qu'il y ait un petit incident et on a eu cet incident, c'est-à-dire de s'arrêter et d'apprendre qu'on a fauché un sanglier et qu'un sanglier peut arrêter un Eurostar dans un tunnel qui roule à 300 à l'heure. Enfin, c'était hors du tunnel, mais c'était dans un autre tunnel en France. Pour les détails, hein. Oui. Je ne pense pas qu'il y ait des sangliers qui aillent sous la mer, c'est ça que je voulais dire. Mais bon, à vérifier. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est bloqué pour un temps indéterminé? On a envie de s'occuper, de jouer à des petits jeux. On va quand même pas parler de sujets sérieux. On demande à ChatGPT de nous trouver des idées. On lui demande de nous inventer des devinettes. Sympa, un peu facile, pas folichon. Et puis, on a l'idée de lui faire nous inventer des charades. Et là, on s'est rendu compte que ChatGPT était particulièrement drôle en rédaction de charades. C'est-à-dire... Mais sans le vouloir. Il est incapable de faire le lien entre mon premier, mon second et mon tout. C'est-à-dire qu'il va donner une définition pour mon premier et le contraire de haut. Donc bas, ça marche. Mon second est un poisson qui vit en mer. Thon, ok. Mon tout est un objet qu'on trouve dans la forêt, un morceau de bois dans la forêt. On s'attendrait à ce que ce soit bâton, mais il va nous dire, par exemple, Marseille. Parce que bas plus thon égale Marseille. Et il y a aucune charade qui est correcte. Donc, je vous invite à demander à ChatGPT de vous proposer des charades avec solution et vous aurez un bon fou rire. Oui, on s'est bien amusé, mais pas pour la bonne raison, enfin pas pour la raison à la base de la charade, de faire deviner, mais par l'aspect vraiment complètement loufoque des charades qu'il proposait, quoi. C'était assez incroyable. Donc là, on voit aussi une des limites pour l'instant de ChatGPT dans la construction de charades. En tout cas, il n'est pas fait pour ça. Et au-delà des charades, toi, Jérôme, est-ce que tu retires autre chose de ton passage à Londres? Non. Oui, non. non, bien sûr, bien sûr. Oui, moi, je dirais, il y a deux choses, deux messages principaux avec lesquels je reviens, en dehors, évidemment, pour aller plus en détail, mais de manière générale. Le premier, c'est par rapport, évidemment, à l'intelligence artificielle, où elle est présente, mais sans être totalement mise en avant, et tout le monde parle intelligence artificielle. J'ai l'impression qu'ils sont déjà une étape plus loin, en disant, mais en fait, c'est déjà intégré, c'est normal, ça fait partie un peu des meubles, l'intelligence artificielle. Donc, oui, on en parle, mais sans la mettre en avant dans tous les sens. Donc, ça, c'est quand même, allez, je trouve intéressant, parce qu'on s'attendait évidemment à ce qu'on parle d'intelligence artificielle partout. Et donc, oui, évidemment, on en parle. Mais ça fait un peu, voilà, il fait partie de la famille maintenant, hein, et donc comme d'autres choses, comme d'autres pratiques, donc voilà, c'est assez intéressant, mais toujours avec le message pour ceux qui n'auraient toujours pas pris le train de l'AI, qu'il est plus que temps, voire trop tard, de commencer, hein, et donc ils disent commencez maintenant, commencez petit. Mais commencez maintenant, parce que sinon, vous allez vraiment être en retard. Ça, c'est un des messages quand même principaux qu'on retient, c'est qu'ok, il faut commencer. Même très petit, il faut pas voir ça trop grand non plus, mais commençons maintenant. Donc c'est le premier message par rapport à l'AI. Et l'autre, c'est par rapport aux compétences et aux métiers. Et un des keynote speakers donnait ce message-là et qui était un peu en filigrane des autres conférences aussi, c'est de ne plus réfléchir en termes de métier. En fait, les métiers sont un peu morts, mais de réfléchir vraiment en termes de compétences, de tâches, notamment par l'avènement technologique aussi, qui va impacter pas un nombre de métiers complets. Hein. Je pense que si on prenait certains chiffres, il y avait une étude qui avait été faite que c'était 5% des métiers vont être complètement automatisés par l'AI. Bon, toujours à prendre avec des pincettes évidemment ces chiffres. Hein, j'ai pas lu l'étude en complet, mais voilà, c'est pour donner un peu une ordre d'idée, la réflexion qu'il y avait derrière. Donc 5% des métiers vont être complètement automatisés par l'AI, mais plus de 60% des métiers vont être partiellement impactés par l'AI. Et donc c'est là où il disait réfléchissez plus en termes à ce moment-là de tâches, de compétences, qu'en termes de métier, et qu'un métier ne vaudra plus dire grand chose non plus, et qu'une personne sera plus caractérisée par un métier, mais par des compétences ou par des tâches qu'elle sera maîtrisée. Donc voilà, et ça peut se décliner après de plein de manières différentes. Mais je dirais donc voilà, ces deux grands messages là. AI, commencer petit, mais il est bien temps de commencer parce que c'est déjà bien ancré chez certaines personnes, chez certains acteurs.
Et l'autre, plus réfléchir en termes de métier, mais en termes de compétences, voire de tâches. Merci pour ce chouette résumé. Lio ? Et ouais, pas facile du coup, parce que quand on s'occupe d'offrir de la formation, on a envie de déjà basculer sur une offre décrite en compétences, et il faut que ce soit lisible par certains qui parlent peut-être encore de job et qui doivent se lancer dans la compétence. Donc il y a tout un travail d'interface aussi à faire, peut-être pour accompagner les entreprises dans la description, dans la décomposition des métiers en compétences, pour pouvoir rendre ensuite notre offre lisible et utile de la meilleure manière. Donc c'est des sacrés enjeux, quoi. Effectivement. Donc on était à Londres, on passe à Montréal, Nico, pour ton actu. Oui, et j'allais dire effectivement, et pendant que tu parlais, je regardais un peu le programme de ce fameux sommet du numérique en éducation, et en fait dans les conférences de début, j'ai juste pris le début de journée. On a intelligence artificielle s'adapter à la révolution. Juste après, l'intelligence artificielle en éducation, de la théorie à la pratique. Bref, je pense qu'on sera sur des sujets assez similaires. Donc oui, pour moi, l'actu, c'est effectivement ce sommet du numérique en éducation, couplé également au colloque international en éducation. Donc 2 événements assez différents, mais qui se déroulent au même endroit et qui permettent de mixer un peu les publics. D'une part, donc le sommet du numérique en éducation, qui est beaucoup plus un événement où des praticiens viennent partager leurs pratiques. Il y a également des partenaires commerciaux qui viennent exposer leurs avancées. Donc quelque chose quand même de plus pragmatique, et on est bien sur la thématique en éducation, donc beaucoup plus un public scolaire, enseignement obligatoire, enseignement supérieur, que formation professionnelle, même si on en parle un peu, mais aussi parce que au Québec, les prestataires EdTech sont beaucoup plus présents dans le milieu scolaire, alors que de notre côté, ils sont plus présents en formation professionnelle. Et deuxième événement, le colloque international en éducation, là, qui est beaucoup plus un colloque de recherche, avec des sessions, soit des symposiums, donc des chercheurs qui se mettent en groupe pour partager toute une matinée autour d'un sujet, et donc le public peut aller voir ces échanges et ces communications, ou des communications plus individuelles, communications d'une 20aine de minutes où les chercheurs partagent leurs avancées scientifiques. Et j'aurai l'occasion de présenter un atelier de communication dans chacun des événements. Donc un atelier au sommet du numérique où je vais montrer et travailler avec les participants sur comment le design thinking peut aider les directions d'écoles, voire les enseignants, à innover dans leurs écoles. Et par ailleurs, au colloque international en éducation, une communication scientifique sur les avancées en matière de learning experience design, de design pédagogique centré utilisateur, que j'aurai l'occasion. Tout ça, ce sera le vendredi 10 mai. Voilà, donc j'ai encore un peu de temps, même si quand l'épisode sera diffusé, sera dans le passé. Bref, on vous mettra peut-être des informations en description sur ce qui a été fait lors du colloque. Top. Oui, je pense que c'est intéressant. Si les gens veulent voir un peu le programme aussi ou découvrir l'événement, on mettra tout ça en description, effectivement. À tout hasard, pour ceux qui participeraient à l'enregistrement de cet épisode, est-ce qu'il y a une retransmission quelconque ou pas? Il n'y a pas de retransmission live, j'imagine. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une retransmission. J'enregistrerai peut-être. Alors l'atelier sera particulièrement actif, donc c'est beaucoup de discussions avec les personnes du travail sur des canevas, etc. Ce sera peut-être difficile d'avoir une trace, mais peut-être que la communication, j'enregistrerai à minima mon écran et le son pour avoir une trace et même pouvoir réécouter ça. Donc voilà, je diffuserai peut-être même ça, on verra. Même pas de Facebook Live, quoi. C'est quand même dingue. Un truc que j'adorais et que je ne sais plus si c'est une pratique qui existe encore, mais c'est les tweet walls. Donc j'ai vu ça 2-3 fois pendant des events où tout le monde tweet sur un même hashtag et c'est diffusé soit en live, soit au moins ça permet une communion des participants qui y participent. Mais si on diffuse sur la gauche ou de la scène un tweet wall, je trouve ça génial. Et il y avait des outils pour le faire, je pense, même pour faire ça de manière un peu collaborative. Et je crois que ça a disparu. Tant la pratique que les outils pour le faire.
Ouais, de plus en plus. Enfin, autant l'année passée, j'étais déjà au sommet, j'avais regardé, il y avait peu de gens qui tweetaient, même si on invitait à le faire. Ici, je remarque même que, alors c'est peut-être un bug sur leur site, mais ça m'étonnerait pas que ce soit un choix conscient. Les tweets du centre de recherche qui organise le colloque n'existe plus, donc je crois que le compte n'existe plus, donc il y a beaucoup d'institutions Oui. universitaires aussi qui se retirent de X, le nouveau Twitter, Ouais. vu les politiques éditoriales sur la plateforme, et donc effectivement la pratique a malheureusement disparu. Un peu dommage. Mais à côté d'une pratique qui disparaît, d'autres apparaissent, et Jérôme va nous parler du mentorat renversé. J'ai osé une traduction, je sais pas si elle est correcte et si elle existe, mais en tout cas, À la québécoise. ouais, hâte de découvrir tout ça. Chronique numéro 1. Le reverse mentoring, une opportunité pour la formation ? Pour démarrer cette chronique, laissez-moi vous raconter d'où elle vient. Tout commence donc à la conférence d'ouverture de ce fameux salon Learning Technologies UK à laquelle j'ai assisté il y a quelques jours. Ce jour-là, l'orateur, Timo de Jong de son prénom, un expert du comportement humain, évoque l'impact des évolutions technologiques pour la santé mentale des travailleuses et des travailleurs. Et, à un moment donné, il évoque furtivement une potentielle solution à ce déclin de santé mentale et l'anxiété qui est corrélée, principalement présente chez la génération des boomers. Ces personnes nées avant 1964. Donc cette solution, qui ne m'est pas inconnue, m'a tout de même surprise. Il s'agit du reverse mentoring, ou du mentorat inversé. Alors, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, cela a attisé ma curiosité. À tel point que, dès la fin de son speech, je me suis dit, il faut que je creuse. Avec cette question comme fil rouge, en quoi ce reverse mentoring peut-il réellement servir le développement de compétences? Bon, avant toute chose, en tant que pédagogue averti que je tente d'être, permettez-moi de clarifier le concept de reverse mentoring pour les novices. Il s'agit de coupler ou de grouper un jeune ou une jeune employée qui agit comme un ou une mentor pour qu'il ou elle partage son expérience avec une ou un employé plus âgé, senior, qui lui agit alors comme un ou une mentee, c'est-à-dire une personne mentorée. En d'autres termes, il s'agit de faire échanger et collaborer deux générations. Une forme de coopération intergénérationnelle entre des millennials, nés après 1978 ou 1978, et des boomers, donc nés avant 1964. À vous, chères auditrices et auditeurs, de vous situer dans ces générations. Et c'est donc justement là que cette relation intergénérationnelle devient intéressante, voire pertinente pour le marché du travail. En effet, il s'agit d'un enjeu social et démographique crucial pour les entreprises. Entre d'une part, le vieillissement des effectifs des boomers, et d'autre, l'arrivée massive des millennials sur le marché du travail. Sachant que ces deux générations englobent les deux catégories les plus représentées dans les entreprises, et de loin. Les faire collaborer et créer une relation win-win entre elles est donc un défi majeur pour ces entreprises, et notamment en termes de développement de compétences. Ce qui, entre actrices et acteurs de la formation, nous intéresse évidemment au plus haut point, vous en conviendrez. Soit, je me suis donc intéressé de plus près aux caractéristiques avérées et scientifiquement prouvées de ce reverse mentoring et l'impact pour ces deux générations. Et vous pourrez évidemment retrouver toutes les ressources utilisées en description de l'épisode. Alors évidemment, en haut de la liste, on y voit naturellement un potentiel d'un point de vue numérique. Utilisation des réseaux sociaux, acculturation aux usages du mobile, création de contenu digital. Mais, et c'est là que c'est évidemment très intéressant, ce serait beaucoup trop réducteur de résumer le reverse mentoring au partage d'une connaissance technologique. L'effet peut en effet dépasser largement le simple partage d'informations. Laissez-moi vous en présenter 3, qui concernent 3 parties prenantes différentes de ce concept de reverse mentoring et qui ont été approuvées par les études. Tout d'abord, en premier lieu, pour le ou la mentor ou le ou la millénial. Le reverse mentoring permet de développer ses compétences en leadership. Rien que ça. Ensuite, pour le ou la boomeuse, donc le mentee, cela permet d'élargir et d'ouvrir ses préconceptions culturelles ou modèles mentaux et de mieux comprendre les attentes et les préoccupations des jeunes générations au sein de l'entreprise.
Et enfin, en troisième lieu, pour l'organisation elle-même. Ce type de programme peut renforcer la diversité et l'innovation au sein de l'entreprise. Et tout cela sans parler de l'effet sur la rétention et l'attraction des jeunes talents à la recherche d'un job qui a du sens pour eux. Et sans parler de la valorisation, de l'engagement et de la requalification des boomers, moins aptes à suivre des formations formelles. Également prouvé par les chiffres. Évidemment, tout cela à condition de trouver le match parfait entre le mentor et le mentee, ce qui reste un aspect déterminant de ce type de programme au risque d'être contre-productif. J'en viens donc à la conclusion de ma question fil rouge présentée en début de chronique. En quoi le reverse mentoring peut-il servir le développement de compétences? Pensons à nos programmes de formation classiques, en leadership, en santé mentale, en innovation, en promotion de la diversité. Ne sommes-nous pas en permanence à la recherche du programme parfait pour développer ces compétences transversales? Perso, maintenant que j'ai la confirmation que le reverse mentoring a un effet positif sur le développement de ces compétences clés et recherchées au sein du marché du travail, je me dis que ce serait dommage de ne pas au moins essayer. Alors, serait-ce la solution comme le proposait furtivement mon orateur dans son speech? Sûrement pas la seule. Mais en tout cas, moi je la remonte dans ma liste d'outils à utiliser et j'ai bien envie d'y aller. Donc, étant donné que je suis dans la génération des millénials, ou Y, s'il y a un boomer parmi vous qui veut tenter l'expérience du reverse mentoring, contactez-moi pour cette expérience professionnelle. Voilà mon inspiration de cette chronique, donc évidemment partie de une conférence à laquelle j'ai assisté à Learning Tech Londres. Lio y a assisté aussi, mais vous en pensez quoi, vous, de ce reverse mentoring? Vous connaissiez? Vous avez déjà expérimenté, vécu? Moi, j'avais une question pour toi, enfin pour vous, si vous y avez assisté tous les deux. Est-ce que c'est pas une forme de mentorat plus ou moins traditionnel où finalement on prend en compte la position de l'autre et ça, plutôt que d'un mentorat unidirectionnel, parce que souvent le mentorat c'est une personne plus expérimentée, donc potentiellement plus âgée auprès d'une personne moins expérimentée, donc potentiellement plus jeune, et c'est unidirectionnel. Est-ce que là c'est pas juste un effet bidirectionnel et de renvoyer un peu la balle plutôt que de renverser complètement? C'est plutôt bidirectionnel, c'est bien ça? Juste pour être sûr de bien comprendre. Oui, bidirectionnel, c'est-à-dire que c'est le mentorat classique, c'est effectivement la personne plus senior qui va partager son expérience avec la personne plus junior. Ici, c'est la relation inverse. Alors, ça n'empêche pas évidemment qu'il y ait flux dans les deux sens, mais dans les différentes recherches que j'ai fait sur le reverse mentoring, ils mettent vraiment un effet supplémentaire dans l'aspect que c'est le junior qui va mentorer le senior. Et donc l'autre relation peut rester et les effets sont les mêmes. Et donc par exemple dans le mentorat classique, c'était tout ce que gestion de carrière, support psychologique ou un peu le côté exemple, rôle modèle. Et ça c'est maintenu aussi dans le reverse mentoring, mais ajoute ces notions de développement de leadership, évidemment l'aspect très technique, comme je disais, l'aspect purement technologique. Et c'est ça que je mettais dans la chronique, ce qui était assez fou, c'est que ça prouvait aussi que pour des personnes, les boomers, qui avaient un peu peut-être des fois cette anxiété liée à des modèles mentaux, mais en fait le fait de pouvoir partager une expérience ou de recevoir l'expérience des plus jeunes permettait de casser des fois certains modèles mentaux et de réduire un peu peut-être l'anxiété qu'ils pourraient avoir par rapport aux différents enjeux d'entreprise. Donc ça je trouvais fort intéressant aussi. Et alors l'aspect aussi engagement de ces personnes plus juniors aussi, qui arrivent avec beaucoup d'ambition aussi et d'exigence sur le marché du travail, tout ce qui est moi je veux un job avec du sens, et tout ce qui est rétention des talents et autres, le fait de pouvoir développer aussi leurs compétences de leadership et d'avoir un rôle vis-à-vis des plus âgés aussi peut aider dans ce sens-là en tout cas. Okay. J'ai même l'impression qu'en dehors du monde de l'entreprise, c'est un fonctionnement d'utilité publique. Et ça permet de maintenir une connexion nécessaire à la réalité que personnellement j'ai jamais vécu. Je pense que ça aurait été bienvenu en tant que plus jeune de pouvoir avoir le sentiment de jouer un rôle important vis-à-vis de personnes peut-être plus installées ou plus seniors. Et c'est souvent ce qui manque aussi, c'est d'arriver avec déjà le sentiment qu'on ne parle pas forcément la même langue ou de devoir se conformer à une manière plutôt que de devoir
questionner ensemble le moule peut-être. Et ça aurait été pas mal. Je sais pas comment ça doit être amené par, on parle ici du milieu de l'entreprise peut-être, mais comment ça doit être amené, construit, accompagné peut-être. Est-ce que ça doit l'être ou est-ce que ça doit juste être encouragé peut-être. Je sais pas dans quelle mesure il faut formaliser. C'est un peu ça ma question. Est-ce que c'est quelque chose à formaliser ou est-ce que c'est quelque chose à encourager? Est-ce qu'on doit avoir un guide du mentee, un guide du mentor, ou bien on doit juste dire, allez, enfin ton buddy en fait. Ça marche, ce fonctionnement-là, ça marche un peu dans les deux sens et il est attendu de toi, non pas que tu ne fasses que recevoir, mais aussi donner. Ouais, ça rentrait dans des débats très sémantiques, parce que quand je me suis intéressé à ça, évidemment, regardant un peu dans la littérature, il distingue aussi le mentorat du coaching, en fait, du mentoring, du coaching aussi, où mentorat, c'est plus un partage d'expérience et un accompagnement sur le long terme, plus voilà comment moi je fais ou qui je suis, et simplement le partager de cette manière-là. Là, le coaching, on va dire, c'est plus sur du plus court terme, mais avec une vraie mission de développer cette compétence-là aussi et de poser des questions pour amener dans ce sens-là. Ici, c'est vraiment mentorat, c'est un accompagnement presque sur base d'un partage d'expérience et qui permet de faire grandir l'autre aussi. Mais donc vraiment distinguer mentoring du coaching et donc un peu moins le formaliser. Mais par contre, dans la littérature, ils mettaient effectivement des limites, c'est de trouver le bon match. Et là, ils disent, est-ce que de nouveau l'IA il peut aider, mais en tout cas de trouver le bon match. Et c'est surtout de la part du mentee, donc du boomer, de lever certaines barrières de peur aussi, qui pourra dire ouais mais le petit jeune qu'est-ce qu'il va venir me dire aussi. Donc il faut effectivement être ouvert à ça aussi. Mais une fois que ces deux limites sont passées, tous ces effets-là. Et ce qui m'a vraiment interpellé, c'est les thématiques en fait, et ce que ça permettait de développer. Et allez, quand on prend leadership, innovation, santé mentale, c'est toutes des choses où même en formation, c'est pas très facile tout le monde est un peu à la recherche du trajet de leadership idéal, comment est-ce qu'on maintient l'innovation et autres. Et donc, je trouvais que c'était assez intéressant, que ça donnait envie de creuser en tout cas. Et dans les points que tu as amenés qui sont importants d'accompagner, je pense qu'il y a aussi la dimension d'être capable en tant que mentee ou mentor, ou en tout cas d'être le millénial qui accompagne le boomer en quelque sorte, d'être capable de formuler du feedback, de faire, d'avoir une approche de communication pour tout ça, parce que même simplement dans des formations à l'heure actuelle, je remarque que faire du feedback à d'autres, alors qu'ils sont les personnes sont au même niveau, n'ont pas beaucoup de compétences et ce partage du feedback, en fait, ça reste très difficile. Humainement, on a du mal à partager, à faire du feedback à d'autres, et encore plus si c'est à d'autres en disant, écoute, ce que tu penses là, aujourd'hui, ça se pense plus trop, ça se dit plus trop, etc. On est quand même sur des thématiques un peu, parfois, peut-être touchy, et donc apprendre à pouvoir en parler, c'est pas simple. Mais justement, c'est pour ça qu'il parlait des compétences de leadership. Dans le leadership, on va de comment donner un feedback et effectivement dire, moi, je suis un millénial, je dois donner un feedback comme tu viens de l'expliquer. Comment est-ce que je le fais? Oui, je dois le faire d'une certaine manière aussi. Donc, apprendre à donner de manière pertinente un feedback à quelqu'un qui a plus d'expérience, c'est en ça, notamment, que ça permet de grandir d'un point de vue leadership aussi pour les générations, du leader, de millennials, quoi. Ce que je trouve amusant, c'est peut-être un peu plus large que la question du reverse mentoring, mais c'est le contact des générations en fait dans l'entreprise. Et il y avait une question qui était posée par la conférence même, qui m'avait un peu marqué aussi, c'est de savoir si, ou par une autre question pendant la conférence, c'était de savoir si les jeunes générations confrontées donc aux plus anciennes générations, est-ce que le but c'était qu'elles se rencontrent sur une compréhension mutuelle? Est-ce que le but c'était que la vieille génération soit rajeunie, ou est-ce que le but c'était d'amener la jeune génération vers la plus âgée, la plus aboutie, je ne sais pas comment la décrire, parce que la question sous-jacente à ça c'était, on a une jeune génération qui a ses moyens, ses approches, ses outils, ses fonctionnements. Est-ce que les personnes qui sont dans une génération, elles évoluent en tant que génération, ou à un moment elles vont passer dans un mode de fonctionnement qui est la génération plus ancienne? Et j'ai pas de réponse à ça. Je sais pas si vous avez un avis là-dessus, mais
je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse pour l'instant, en tout cas toute faite là-dessus. Mais ce qui a été assez frappant, c'est qu'en fait dans les entreprises, ces deux générations qui doivent travailler ensemble parce qu'elles représentent, j'ai plus les chiffres en tête parce que ça dépend un peu des pays et autres, mais en tout cas une grosse majorité des travailleurs et donc et des travailleuses. Et donc c'est un enjeu pour les entreprises. Et comment est-ce qu'on fait, ne fût-ce que collaborer dans le sens communiquer de manière efficace ces deux personnes ensemble, enfin ces deux générations ensemble pour qu'elles se comprennent aussi, et pas une qui est mieux que l'autre, mais simplement voilà, on a une grosse majorité qui ont des visions, qui arrivent avec des attentes et des préoccupations différentes. Comment est-ce qu'elles collaborent entre elles? Ouais, je crois que c'est vraiment le nœud du message. Pardon Nico, je te la rends tout de suite, mais c'était l'idée, c'est pas spécialement que les vieux deviennent, je caricature, des usagers de TikTok, ni que les jeunes perdent cet usage, mais c'est que chacun soit conscient du bienfait peut-être de quelque chose qu'il ne connaissait pas, quoi. Et pour terminer sur le sujet, vu que vous amenez ce sujet un peu, et Jérôme, tu l'amènes comme une innovation, est-ce que pour toi, et pour vous qui avez entendu cette conférence, est-ce que c'est une tendance et ça va rester quelque chose de marginal, ou est-ce que c'est une tendance qui va se déployer d'après vous? Comment vous voyez les choses et à quoi doivent faire attention nos auditrices et auditeurs? Est-ce que c'est un truc, ça va être la prochaine vague, la prochaine chose à mettre en œuvre, ou comment vous voyez le futur de cette pratique? Ouais, je sais pas si effectivement c'est une grosse tendance qui va arriver comme une grosse marée dans le monde de la formation professionnelle. Mais je trouvais intéressant par rapport aux problématiques en fait qu'elles peuvent appréhender en tout cas, ou les compétences qu'elles peuvent développer, qui sont des compétences qui vivent beaucoup. Donc non seulement il y a, comme on disait, un peu cette présence de ces deux générations, hein, donc il y a un enjeu pour les entreprises, mais aussi ce que ça permet de faire au niveau leadership, innovation, santé mentale. Mais ça, c'est vraiment des sujets que les entreprises auxquels les entreprises aussi sont confrontées sur le contenu. Et donc je sais pas si le reverse mentoring va arriver, parce que je pense qu'il y a des limites aussi, hein, de trouver effectivement le bon match, tout ce qu'on a discuté aussi, mais voilà, à mon avis à tester, et peut-être pas assez exploité pour le moment, j'ai envie de dire. Ouais. Et j'ai envie de te rejoindre là-dessus. Je crois pas que c'est la grosse innovation en pédagogie. C'est rien de neuf finalement, mais c'est quelque chose qui est souvent déconsidéré, oublié, non valorisé. Et c'est peut-être bien de temps en temps de le remettre, d'en montrer les intérêts comme tu l'as fait ici, quoi. Parfait. Mais peut-être une autre chose, une autre tendance, parfois oubliée, déconsidérée, mais pourtant présente depuis longtemps, ce sont les petits grains d'apprentissage, des petits grains qui peuvent former du micro-learning, et c'est ce dont tu vas nous parler, Lio. Chronique numéro 2. Micro-learning et gros impact? Cette fois, j'ai décidé de vous proposer une toute petite chronique, ou plutôt un enchaînement de 3 mini-chroniques. Le but est qu'elle ne me demande pas trop d'efforts à concevoir, et pour vous, un temps d'attention limité. Mais non, vous en faites pas, cette chronique aura la durée habituelle, mais est-ce le format optimal? À Learning Tech London, qui se tenait mi-avril, on en a déjà parlé à toutes les étapes de ce podcast, il a encore été rappelé plus d'une fois les ponts à dresser entre les mondes learning et marketing. Après tout, l'objectif est commun: séduire, transmettre un message, engager, ancrer. En matière de vidéo marketing, par exemple, il y a ces deux observations qui peuvent a priori sembler antagonistes. D'une part, ce sont les vidéos de plus de 5 minutes qui ont le plus de play rate ou de taux de démarrage. D'autre part, ce sont les vidéos de moins de 5 minutes qui ont le meilleur taux d'engagement. Autrement dit, plus une vidéo est longue, plus elle suscite l'intérêt dans le sens de « je vais certainement y apprendre des choses », mais plus la vidéo est courte, plus longtemps je vais la regarder, proportionnellement. Une étude portant sur des vidéos de MOOC de la plateforme edX, elle date un peu, je la partagerai en commentaire, cette étude indique que la meilleure durée de vidéo en termes d'engagement se situerait entre 6 et 9 minutes. Les chiffres ne datent donc pas d'aujourd'hui, mais d'autres études récentes confirment la tendance, sur des échantillons un peu plus réduits. Bon, en fait, je ne veux ni vous parler de marketing, ni de vidéo, mais vous l'aurez peut-être deviné, de format court. Une étude de 2019, dont je vous communiquerai aussi la référence en commentaire, fait la synthèse de 39 papiers académiques, de 30 articles de blog ou de presse, et de 3 interviews pour livrer une définition de micro-learning. Voilà, le mot est lâché.
Donc, c'est quoi cette définition? En quelques critères, c'est du contenu court interactif. On se situe entre 30 et 90 secondes. Des cours fractionnés, donc c'est-à-dire un objectif, concept, idée, à propos d'un unique sujet, avec un niveau peu élevé de complexité par brique de micro-learning. Ensuite, c'est une succession d'activités. Donc, un moment, haha, un peu d'accroche, un objectif, des exemples ou de la pratique, et une conclusion avec un call to action ou un feedback immédiat. A priori, c'est un format idéal pour le mobile. Pensez vous-même à Duolingo ou au format des stories, par exemple, pour apprendre. C'est a priori idéal pour ces dispositifs-là. C'est un focus sur les besoins immédiats de l'apprenant. Donc, un peu à la manière du LIFO, ou Learning in the Flow of Work. C'est une brique qui viendrait exactement au bon moment pour résoudre un problème pratique brièvement que rencontre l'apprenant. On parle d'espace communautaire de support. Donc là, j'y reviendrai un petit peu parce que pour moi, c'est plus flou et je vois mal comment le matérialiser. D'un coût de production et de souscription peu élevé à ces outils ou pour pouvoir suivre ces formats-là. Et éventuellement, une brique qui fait partie d'un curriculum qui peut être certifiant. Donc cette synthèse vaut essentiellement, je le disais plus haut, de la perspective du micro-learning sur dispositif mobile. Mais si on en extrait 2-3 éléments, on peut se faire une idée de ce qu'est le micro-learning, pas spécialement mobile. Puis, il y a, dans cette recherche-là, la synthèse de la synthèse. Et en une seule phrase, c'est le micro-learning, c'est du contenu interactif court pour résorber un écart de compétences pratiques. C'est bien séduisant, ça. Ça circonscrit également quelque peu l'ambition. Donc, on en finirait presque par croire que plus c'est micro, plus l'impact est grand. Mais c'est bien sûr à nuancer, et c'est ma première question pour vous. Est-ce qu'on peut dire que plus c'est micro, plus l'impact est grand en termes d'apprentissage? Je dirais que c'est à nuancer. Oui, hein. Vous êtes là pour ça. Je te rejoins là-dessus. Non, moi je dirais, allez, réaction un peu à chaud là-dessus par rapport à ta question et la chronique de manière générale. C'est le micro-learning, c'est du contenu interactif court pour résorber un écart de compétences. Et on sait que pour développer une compétence, il faut quand même un peu de temps aussi. Donc je pense que c'est un peu utopique de dire je vais consommer du contenu court, voire très court, et des 60 à 90 secondes, comme tu le disais. Et grâce à cette consommation de contenu, je vais augmenter ma compétence. Là, je pense que on exagère un peu et ça me paraît tout à fait utopique. Maintenant, un ensemble de petites briques de micro-learning qui permet d'espacer dans le temps, un peu le space learning aussi, où on dit là j'ai une petite brique et qui permet le renforcement, le transfert dans ce cadre-là. Pourquoi pas? Mais simplement dire je consomme une brique de micro-learning au bon moment et du coup j'ai résorbé un écart de compétences. Peut-être de connaissances, mais sûrement pas de compétences. Et je te rejoins tout à fait, c'est que je crois que dans cette synthèse et dans ce combiné ce condensé d'articles, il y a une confusion entre le développement de compétences et la résolution pratique de problèmes au bon moment. Et ici, c'est clairement l'enjeu du micro-learning, pour moi, il se situe à ce niveau-là. Donc, avec la difficulté de faire arriver cette brique de learning au bon moment. Parce que ça, c'est pas facile. Soit on a une bibliothèque de micro-briques et on puise dedans, soit je sais pas comment, par quel miracle, quand je me pose une question sur une formule Excel, je peux vite avoir accès à ce contenu-là. Je pense que là, c'est quand même un point important. C'est au-delà du micro-learning vu comme un objet seul qui permettrait d'apprendre juste avec un seul morceau. Ce que montre la recherche assez souvent, c'est plutôt la combinaison des morceaux. Et une expérience que j'avais menée à l'université il y a plus de 10 ans maintenant, mais j'ai vérifié dans certains papiers de recherche pour un autre projet il y a pas longtemps, les résultats restent pareils. C'est que on avait fait une vidéo sur l'utilisation du microscope, donc les différentes parties du microscope, l'utilisation du microscope et le nettoyage du microscope. Cette vidéo faisait 12 minutes. On l'a donnée à un premier groupe d'étudiants. Peu d'étudiants l'ont vue. On a repris la même vidéo, on l'a découpée en 3 vidéos. On y a même mis une introduction où l'enseignant introduisait à chaque fois la vidéo, si bien que ça faisait 3 vidéos de 5 minutes. Là, lorsqu'on les a proposées aux étudiants, la plupart des étudiants ont regardé ces 3 fois ces 3 vidéos de 5 minutes et souvent les unes les unes après les autres.
Ce qui fait que pour les étudiants, c'était plus long de regarder une vidéo de 12 minutes que regarder 3 vidéos de 5 minutes. Donc c'est ça, c'est plus l'agencement des morceaux et le fait de découper les choses qui me semble important, plutôt que de dire que avec un seul morceau, on arrive à tout voir. L'engagement, il va fonctionner à travers l'enchaînement des morceaux qui paraît moins important, et c'est un des facteurs de l'apprentissage, c'est finalement de se lancer dedans. Et on le voit aujourd'hui avec l'essor des séries et du binge-watching à côté du fait de regarder des films. On va dire, ah non, un film, j'ai pas le temps, mais par contre, je passe plusieurs heures à regarder un certain nombre de séries à la suite, quoi. Et je pense qu'il y a aussi cette confusion, je te rejoins tout à fait, ça peut paraître plus court de regarder 3 fois 5 minutes qu'une fois 12, et ça confirme quelque part ce qui était dit plus haut, c'est que plus ton format est long, tu vas peut-être cliquer dessus mais pas rester dessus, plus ton format est court, tu vas peut-être moins te lancer, mais une fois que t'es lancé, tu vas aller plus loin, quoi. Et Jérôme, tu voulais réagir, pardon, je t'ai coupé. Non, pas du tout. Oui, je voulais réagir, mais non, tu m'as pas coupé. Bref, je perds presque l'idée que j'avais maintenant avec tout ça. Oui, moi je vois aussi l'intérêt de microlearning d'espacer à ce moment-là dans le temps et de couper effectivement un long contenu dont on vient de parler pour justement l'espacer dans le temps, et c'est ce qui va permettre à ce moment-là de plus facilement développer une compétence, puisque là on est sur une logique temporelle plus prolongée que d'avoir tout ramassé en une seule fois. Et là on sait que des allers-retours vers sa pratique professionnelle notamment ou autre est moins évidente que si on a ces occasions-là qui sont découpées. Il y a cette notion d'espacement, et il y a aussi cette notion où plus le contenu est disponible en morceaux, plus on peut facilement le retrouver. Et on l'avait vécu dans une expérience avec Jérôme d'ailleurs chez Sephora pour des chercheurs d'emploi. Les chercheurs d'emploi étaient plus facilement attirés vers des micro-compétences à développer dans le cadre de leur recherche d'emploi que de suivre un parcours de formation de plusieurs semaines pour développer ces mêmes compétences qui étaient mises dans un parcours global. En fait, le côté micro, ça va faciliter la recherche et l'engagement parce qu'on peut trouver plus rapidement ce qu'on cherche et ensuite suivre ça et continuer le parcours. Un autre élément que je vois là aussi, à côté effectivement de l'espacement et de retrouver ça, c'est aussi un peu la personnalisation, hein. Et donc, si on reprend l'exemple, ok, il y a les 3x5 ou bien au lieu de 1x12, peut-être certaines personnes vont dire, en fait, le premier x5, j'en ai pas spécialement besoin de par mon expérience ou autre, mais le deuxième, oui aussi. Donc, ça permet aussi de personnaliser et d'adapter le trajet aussi à la personne. Et c'est un petit peu le pari aussi que fait l'adaptive learning, c'est de diviser un max le contenu en grains pour pouvoir pointer directement vers ou constituer le bon parcours en fonction d'un questionnaire initial qui permet d'établir son niveau. Donc oui, moi micro-learning, j'ai l'impression que c'est un petit peu un terme marketing et peut-être surfait pour dire ce qu'on dit, c'est-à-dire format court, granularisation, et donc plus travailler sur la taille, le bon format de l'activité, plutôt que sur un nouveau dispositif qui va tout te faire apprendre en tout petits bouts. Et en disant ça, je me dis, tiens, Duolingo, c'est quand même un peu ça, c'est un enchaînement de micro-briques pour qui semblerait-il, j'ai pas fait l'expérience moi-même, te permettent malgré tout de bien fonctionner et de bien l'apprendre, bien progresser dans une langue. Ouais, mais c'est là où je voulais mettre un bémol. Alors, Duolingo, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, mais je voudrais pas trop rapprocher micro-learning et mobile learning, dans le sens où le côté apprentissage mobile, c'est souvent beaucoup plus une illusion d'apprentissage qu'un apprentissage réel, parce qu'en fait, on va consommer du contenu d'apprentissage. Néanmoins, on va pas forcément utiliser des stratégies d'apprentissage où on va décomposer l'information, rechercher l'information la plus importante, mémoriser, etc. Duolingo, c'est un peu différent parce que Duolingo fonctionne beaucoup sur une stratégie de répétition, etc. Ce qui fait qu'on apprend quand même. Mais à côté de ça, beaucoup de contenu micro-learning, c'est on donne une information, il y a un petit quiz en quelque sorte suite à cette information, on passe à une autre information. En fait, là, ça crée une illusion d'apprentissage et encore plus sur mobile. Donc ça, on avait déjà fait un épisode sur le mobile learning. J'en reste très très dubitatif, quoi. Ouais. Et on a eu l'occasion sur le salon d'aller voir justement un prestataire de micro-learning et ça nous a fait nous poser l'une ou l'autre question parce que c'est très séduisant, mais pas
peut-être à des fins d'apprentissage. On s'est dit peut-être que ça pouvait être, ou peut-être à des fins d'apprentissage, mais surtout avant et après. Donc peut-être en marketing de la formation, peut-être présenter une formation par une toute petite brique en amont de la formation, ou peut-être pour travailler la rétention. Donc faire des petits rappels ou pour travailler l'ancrage et la rétention de l'apprentissage à espace régulier avec ces petites briques. Donc ça pourrait être un usage périphérique plutôt que interne même à la scénarisation de ces dispositifs qui permettent de créer des soi-disant micro-learning. Oui. Mais je pense que le mot que tu as utilisé, le mot scénarisation, est vraiment important là-dedans aussi, hein. Puisque, allez, micro-learning, on met ça, c'est pas juste on met effectivement ça à disposition, il y a tout un trajet qui doit être pensé aussi, qui doit être suivi, qui doit peut-être être accompagné, c'est pas juste la mise à disposition, hein, si on veut vraiment qu'il y ait apprentissage. Et c'est pour ça que moi je suis toujours méfiant avec le parallèle qu'on fait des fois avec Netflix en disant oh, mais regarde Netflix, mais Netflix on n'est pas là dans un but d'apprentissage, hein, on est dans un but de maintien de l'attention et de divertissement, mais après c'est fini, à la limite si on retient pas qui a tué qui ou qui a suivi un, c'est pas important, on n'a pas à faire un transfert par ailleurs. Donc je suis assez méfiant d'avoir des logiques qui sont très, et tu en parlais dans ta chronique, un marketing, mais après on a des fins d'apprentissage, c'est une autre logique, quoi. Et je reviens, je sais pas trop en penser, donc peut-être que vous non plus, mais il y avait cette composante définitoire de un espace communautaire de support. Est-ce que vous voyez un lien entre micro-learning et espace communautaire? Je l'ai pas trouvé, moi. Donc vraiment, je le verrais partout ailleurs, mais en particulier pas dans le micro-learning. Donc en quoi est-ce que, si vous avez un élément explicatif là-dessus, je suis preneur, mais moi je ne vois pas en quoi la communauté serait plus définitoire du micro-learning que peut-être juste un aspect ludique, mais ça reste individuel et personnel, pas communautaire. Ça vous parle? À voir comment ils ont transposé ça dans la définition, mais si c'est lié à l'efficacité aussi du dispositif et du micro-learning, le fait d'avoir un espace où on va pouvoir poser des questions, avoir des réponses, ça reste une condition d'efficacité. Donc peut-être qu'ils l'ont traduit comme ça assez simplement. L'étude ne le montre pas tel quel, elle définit pas suffisamment les choses, elle fait surtout la synthèse. Donc je la renseignerai, c'est intéressant pour les aspects un peu quantitatifs de la manière dont c'est décrit. Ça recense des études relativement récentes, donc passé 2005 même. Et voilà, et chacun s'en fera son idée, mais épuisera les références. Mais Jérôme, tu voulais ajouter quelque chose? Mais peut-être sur une réflexion qui vaut ce qui vaut par rapport à la dimension sociale. Est-ce que c'est pas le fait aussi d'avoir du micro-learning, donc facilement partageable aussi, hein, et donc ces dimensions sociales, ou la création aussi. Et bon, là on reprend un peu peut-être le schéma réseau social. Alors qu'est-ce que le réseau social a de social? On va pas rentrer là-dedans aussi, mais tu parlais de format des stories et autres. Moi je peux facilement aussi créer du contenu à repartager, à transmettre pour donner du feedback ou autre. Donc c'est peut-être dans cette dimension-là aussi de facilité de partage et de création aussi, cette dimension sociale du micro-learning. Ouais, hypothèse. Ouais. Bien, j'invite chacun, auditrice, auditeur, à aller creuser la question et surtout à partager son avis et peut-être son expérience sur les réseaux sociaux. On sera ravis de s'enrichir là-dessus. Merci à tous les deux. Merci à toi et on attaque la troisième chronique, ou j'attaque la troisième chronique autour de la pédagogie libertaire. Chronique numéro 3. La liberté de procrastiner. Les garçons, avez-vous lu Libre enfant de Summerhill? Moi non, en tout cas. Entendu parler, mais pas lu. Libre enfant de Summerhill, c'est un essai d'Alexander Neal à propos de l'école qu'il a créée à Summerhill. Oui, en fait, c'était dans le titre. Alors, qu'a-t-elle de particulier, cette école, pour en faire un livre? Le principe choisi par Neal est simple, laisser la liberté aux enfants. En fait, c'était aussi dans le titre. Bref, une pédagogie libertaire qui laisse les enfants libres de choisir quand, comment et quelles choses étudier en fonction de leur goût et de leurs envies du moment. Le plaisir étant, selon Neal, le meilleur vecteur d'apprentissage. Une liberté qui s'exerce à deux niveaux.
D'une part, dans la gestion de l'école, via une assemblée générale hebdomadaire. Durant cette réunion présidée par un élève élu, les enfants débattent de leurs problèmes et élaborent leurs lois. Liberté d'action ensuite, tous les cours du matin sont facultatifs et l'après-midi, les élèves peuvent choisir les activités qu'ils souhaitent réaliser, mais l'assiduité au cours du matin n'est pas non plus obligatoire. Ceux qui ne veulent pas étudier ont pour seule contrainte de ne pas gêner les autres. En refermant le livre de Neil et en consignant quelques notes dans un carnet, oui, un carnet papier Elio, celui où les pages ne sont pas synchronisées entre tous mes autres carnets. Bref, en consignant quelques notes dans ce carnet, j'ai écrit ceci. Est-ce que ce qui apparaît comme une innovation pédagogique marginale dans le milieu scolaire n'est pas la norme dans la formation professionnelle ? Je reprends les éléments qui ont lancé cette réflexion transposée à la formation professionnelle. La liberté de se former ou non, même si celle-ci est de plus en plus contrainte avec le deal pour l'emploi, le CPF, etc. La liberté de choisir sur quoi se former, les vastes catalogues ou plateformes de formation en ligne, voire de micro-learning. La liberté d'apprendre ou non lorsqu'on suit une formation. Une des spécificités de la formation professionnelle est que vous pouvez vous former sans apprendre. La liberté également de ne pas appliquer ce qui a été appris. Est-ce qu'on évalue le transfert à un moment ou... Non, je crois pas. Ou encore le refus de toute forme d'évaluation. Vous avez déjà eu une évaluation certificative en formation professionnelle, vous ? Alors oui, je tire un peu les traits, mais une série de caractéristiques qui s'appliquent largement donc à la formation professionnelle. Mais alors, pourquoi cette liberté de choisir quand, comment et quelles choses apprendre en fonction de ses goûts et de ses envies du moment si caractéristiques de la formation professionnelle ne fonctionnent pas ? Bref, pourquoi les travailleurs et travailleuses ne profitent-ils et ne profitent-elles pas de leur liberté d'apprendre ? On pourrait envisager une série de facteurs externes. Le manque de temps, la faible qualité des formations, probablement, le manque d'incitation de la part des managers ou encore le manque de communication et de marketing sur l'offre disponible. Mais j'ai voulu m'intéresser aux facteurs internes de cette procrastination à se former. D'ailleurs, la recherche a mis en évidence des raisons de cette procrastination académique. L'anxiété liée à l'évaluation, c'est-à-dire la peur de l'échec ou le perfectionnisme. La dépression également, allant du simple découragement à l'égard du fait de se former à une dépression plus sévère. L'aversion pour la tâche. Nous sommes évidemment moins disposés à faire quelque chose que nous ne souhaitons pas faire et on n'a pas forcément envie de se former. L'excès de confiance académique, oui, ça on le connaît, lorsqu'on est trop confiant dans sa capacité à suivre une formation, oui, j'aurai le temps quand je veux, et finalement, on ne la commence jamais. Et puis la dépendance excessive. De nombreuses personnes peuvent être habituées à avoir une structure, à être dirigées par d'autres personnes, et à ne pas être laissées livrer à elles-mêmes. Elles n'ont alors pas développé de compétences d'autogestion et de techniques d'étude. À travers ces différentes raisons, on trouve en filigrane la source de cette absence d'empowerment des travailleurs et travailleuses, c'est-à-dire de prise de pouvoir et de liberté grâce à l'offre de formation. Pour moi, c'est l'incapacité des individus à réguler leurs apprentissages. Comme le disait Noël en 2012, Bernadette Noël, pas le père, sans effort sans effort, persévérance et donc sans motivation, l'apprenant ne pourra que réussir avec médiocrité et ne pourra s'accomplir dans l'apprentissage. L'autorégulation, c'est le processus à travers lequel un apprenant se fixe des buts, les planifie, contrôle et régule les ressources pour les atteindre et s'adapte en fonction des résultats obtenus. Cette autorégulation, après 12, 15 ou parfois 20 ans d'un vécu scolaire à l'opposé de la notion de liberté, est finalement très peu développée chez les employés et les employés. Je termine donc avec 2 questions. La première est rhétorique. Les élèves de l'école de Summerhill sont-ils de meilleurs apprenants tout au long de la vie en ayant eu cette liberté dès le plus jeune âge ? La seconde est plus pragmatique. Que mettez-vous en place, chères auditrices et chers auditeurs, pour développer l'autorégulation des apprentissages des participants et participantes à vos formations ? Parce qu'une chose est sûre, si vous donnez la liberté à vos participants et participantes de procrastiner, elles et ils l'apprendront. Voilà pour cette chronique. Et je lançais la question aux auditeurs et auditrices, mais avant peut-être d'attaquer cette question, c'est est-ce que vous êtes d'accord avec le constat qu'on ne profite pas et les travailleurs et travailleuses ne profitent pas assez de la liberté qui s'offre à elles par rapport à l'offre de formation et ouais, déjà votre avis là-dessus? Je rejoins à moitié le constat que les travailleuses et travailleurs ne profitent pas de leur liberté.
de former, en tout cas de suivre des formations, parce que on en a beaucoup. Et tu en parlais aussi, hein, tu dis c'est parce qu'on se forme qu'on apprend, mais le fait de se former, je pense que c'est fort utilisé, alors suffisamment je ne sais pas, mais en tout cas fort utilisé de suivre les formations. Alors on peut prendre les chiffres en disant les gens ne se forment peut-être pas assez, mais de manière générale ils sont pas à zéro non plus, donc suivre des formations reste quand même présent. Mais je parle juste de suivre des formations, Oui. et sous quelles contraintes on peut en discuter aussi, hein. Mais, juste pour donner un chiffre au niveau, enfin quand on voit les chiffres qui ont mené au deal pour l'emploi, on est autour de chiffres où les personnes qui se forment, ça veut dire pas toutes celles qui ne se forment pas, et qui représentent, je crois, une quarantaine de pourcents de l'échantillon global. Pour les personnes qui se forment, on a 1,2 ou 1,3 jours de formation annuelle. Donc, c'est-à-dire qu'on est à moins d'1% pour la population globale, ou moins d'un jour de formation si on prend la moyenne globale. Voilà, c'est... Oui, mais tout à fait, donc ces chiffres sont là. Alors on peut se poser la question, ouais, on se dire c'est pas assez, hein, peut-être. Maintenant, c'est suivre une formation formelle. Je pense qu'ils se forment par ailleurs et autrement et que c'est pas recensé aussi. Ça, c'est plus un avis personnel aussi, mais à prendre en compte aussi. Et des fois, on se forme ou on apprend sans se rendre compte qu'on se forme. Mais vraiment, le fait de suivre une formation, il y a effectivement une certaine liberté qui n'est pas prise. Mon interprétation, en tout cas un élément pour moi, c'est justement à l'école où on n'apprend pas. Tu parlais de réguler ses apprentissages. À l'école, on n'apprend pas à réguler ses apprentissages. Hein, on nous dit comment est-ce qu'on doit former, voilà comment on va apprendre, et donc on suit ça de manière très formatée. Et après, on arrive dans le monde professionnel où on n'a jamais appris à se débrouiller aussi, et donc on reste sur ce schéma-là, ce modèle-là de formatage de la formation, pour reprendre cette expression un peu caduque. Mais et donc ici, l'expérience de Summerhill est intéressante de voir si les enfants qui ont suivi ça, comment est-ce qu'ils se comportent par la suite, ça. Et donc c'est ça, moi, qui m'intéresserait de voir, et c'est ce qu'après, ils saisissent plus cette liberté d'apprentissage par la suite ou pas. Effectivement, c'était un des points de la chronique. Lio ? Ouais, j'allais embrayer aussi là-dessus. J'ai l'impression, ce livre m'intrigue maintenant, forcément, c'est un petit peu le but que tu as fait en le teasant. Mais Nico prend 10% sur toutes les ventes, hein, en fait, c'est ça. Et il a eu un deal. J'étais curieux de savoir ce qu'il en était par la suite, mais aussi de savoir si c'était pas un fonctionnement qui n'était possible que de manière, mais on bascule peut-être dans le social, élitiste. C'est-à-dire, tu prends pas n'importe quels enfants pour les mettre dans cette école-là. Ça marche peut-être avec une certaine frange de la population, avec des enfants pour qui il y a une compensation peut-être familiale à certains niveaux en termes d'éducation. Et je suis pas sûr que ce n'est possible. À mon avis, ce n'est possible qu'avec des enfants pour qui il y a un cadre certain qui n'est pas à l'école. Alors, mais voilà, ça c'est à moi de le lire. Mais j'essayerai de retrouver les informations. Alors, il y a effectivement des comportements déviants et le livre le montre. Par contre, c'est pas forcément un public nécessairement de classe socio-économique privilégiée. Et d'ailleurs, il y a une école à Liège, en Belgique, pour nos éditrices auditeurs internationales, une école à Liège qui fonctionne sur ce principe-là et qui a pour but de rescolariser les enfants. Des enfants qui sont en plein décrochage scolaire et qui potentiellement vivent dans des conditions assez difficiles. Donc c'est pas forcément lié à il y a un suivi à la maison ou ils viennent d'un milieu privilégié. Et ce que j'aime assez bien aussi, c'est que c'est pas forcément lié à de la performance. C'est lié peut-être plus à de l'attitude et à de la reconnexion, et peut-être à un gain finalement de régulation. Si quand on l'éprouve soi-même, on vit peut-être mieux, on est plus capable de réguler. En termes de formation professionnelle, je partage quand même ce sentiment aussi qu'il y a une sous-exploitation de l'offre de formation. C'est-à-dire que l'offre, elle est abondante, elle est parfois, elle est souvent très chère, mais elle est souvent aussi beaucoup moins et très accessible. Et malgré tout, il n'y a pas de profit suffisant, je trouve, de cette offre-là. Et moi, je rangerais ça plutôt dans
sans doute un manque d'initiative, mais aussi un manque d'encadrement de la part du managérial, d'encadrement managérial pour libérer l'employé à se former, libérer l'employé qui va se former sans lui rajouter la contrainte de rattraper le temps perdu ensuite et peut-être en l'accompagnant dans ce chemin de formation. Donc oui, il y a trop peu d'autorégulation et il y a du coup, et c'est sans doute des vases communicants, aussi trop peu d'accompagnement dans ces chemins de formation. Ouais, d'où une piste, le micro-learning par rapport au timing, peut-être, non. À voir. Jérôme, peut-être pour enclencher, oui. Ouais. Jérôme? Il y a plein de réflexions qui viennent dans ma tête aussi. Dans ta toute petite tête. Dans ma toute petite, c'est du micro-learning dans ma micro-tête. La première, c'est que un peu l'expérience ici se mêle dans une moindre mesure, hein, mais il y a des projets pédagogiques, notamment pour les formations en codage aussi, hein, où ils sont fort libres d'apprendre quand ils veulent, où est-ce qu'ils veulent, tout ça, où il n'y a pas d'horaire. Ils ont, enfin, des projets, je pense, il y a l'école 19, enfin, il y a plein de choses aussi qui existent, qui sont un peu plus cadrées quand même et qui sont plus à des destinations de jeunes adultes que vraiment des enfants aussi. Ça, c'est la première réflexion que je me faisais. La deuxième, par rapport à la régulation des apprentissages, et je reviens souvent avec ça, mais là c'est encore l'occasion de revenir là-dessus. Et on parlait qu'ils prennent pas, enfin on a du mal à se réguler pour ces apprentissages professionnels. Est-ce qu'on l'a aussi dans sa vie privée, hein, à auto-réguler ses apprentissages, hein, et de se dire ben là j'ai besoin de développer mes compétences. Est-ce qu'on a aussi autant de mal à réguler ses apprentissages de manière privée que dans la vie professionnelle, hein, ou bien c'est très culturel et parce que manque de soutien managérial et peut-être qu'on a un autre soutien dans sa vie privée qui permet de prendre l'initiative ou de réguler ses apprentissages. Donc ça, c'est aussi une réflexion que je me faisais. Est-ce que les gens qui ont du mal à réguler ça dans leur vie professionnelle l'ont aussi dans leur vie privée, où c'est très environnemental, on va dire? Alors, j'étais en train de retrouver les conditions qui favorisent l'autorégulation. Voilà, je les ai sous les yeux. Et il y a 4 grandes conditions. C'est la définition d'un but suffisant, le fait de pouvoir disposer de stratégies d'autorégulation et donc de les mettre en œuvre, l'observation de soi et le fait de bénéficier d'une motivation suffisante. Et là, peut-être qu'à des fins personnelles, on le trouve plus. Déjà, le fait d'avoir un but suffisant, c'est-à-dire, ben, j'ai envie de faire ça pour des fins personnelles, ben on va avoir un peu plus envie de le faire. Ça donne plus de motivation et peut-être qu'on a plus de rétroaction rapide sur la manière dont on est en train d'apprendre. Donc c'est peut-être pour ça que ça fonctionne mieux dans la sphère personnelle, même si on n'a pas de meilleure stratégie d'autorégulation. En fait, elles se mettent peut-être plus facilement en œuvre parce qu'on choisit les projets dans lesquels on s'engage. C'est une hypothèse. Moi, je surestimerais pas non plus la manière dont on se forme dans la vie privée. J'ai pas l'impression qu'il se passe globalement. Il y a sûrement des tas d'exceptions dont nous faisons partie, peut-être, mais je pense pas qu'on se forme tant que ça. Oui, peut-être sur des toutes petites briques du style tiens, j'aimerais bien apprendre à mieux cuisiner ceci, ou de temps en temps un sport. Et après quoi? Dans quel curriculum privé on se lance pour se former? Je serais curieux d'investiguer ça et j'ai l'impression que c'est très très marginal, hein. Tu n'as pas suivi la formation d'introduction comment être papa et la formation. Ouais. Il n'y a pas de formation. Je te rejoins moins là-dessus, Léo. Je pense qu'il y a beaucoup d'occasions, même quand on part en voyage, dans des relations sociales. Donc, il y a pas mal de choses à mon avis. Et la distinction que je veux avoir, parce que moi, je pense qu'on sous-estime l'apprentissage dans le contexte professionnel aussi. Et là, j'ai vraiment envie de distinguer formation et apprentissage, hein. Parce qu'il y a la réguler, se former, suivre des formations, et réguler, j'apprends. Et je pense qu'on apprend beaucoup plus que ce qu'on se forme, si je peux dire de cette manière-là, ou réguler ses apprentissages, ça veut dire quoi? S'octroyer du temps pour partir en formation, ou, enfin, tu vois, et donc c'est là où je pense qu'il faut distinguer formation et apprentissage. Et apprendre quelque chose, c'est pas aller suivre une formation, on revient souvent avec ça, mais ici, je pense que c'est le moment aussi de l'illustrer de manière professionnelle
peut-être que dans les chiffres, et sûrement on ne suit pas beaucoup, je dirais pas assez, mais pas beaucoup de formations. Est-ce que pour autant on n'apprend pas? Moi, ça, je pense que pas du tout, hein. Ouais, C'est frustrant. ça ouvre plein de réflexions. Ce serait peut-être un peu frustrant. Effectivement, on arrive au bout de cette discussion parce que probablement que nos éditrices et auditeurs se sont définis un but de terminer ce podcast dans un timing particulier de plus ou moins 1h15 et qu'on va essayer de les aider à rester autorégulés et à rester dans ce timing. Donc, je vous propose qu'on passe aux recommandations. Alors, ce mois-ci, qu'est-ce qui a retenu votre attention, votre intérêt? Lio, on commence par J'ai toi. ramené un petit article qui a été recommandé pendant l'un des talks à Learning Tech London et qui me semblait tout à fait à propos là-bas, mais d'actualité aussi pour quiconque, c'est-à-dire, c'est 5 questions clés, je le traduisais en anglais, 5 questions clés à demander à un vendeur d'un produit AI pour savoir ce qu'on s'apprête à acheter. Donc, et comment comprendre ces questions. En gros, je parcours vite ces questions peut-être pas toutes, mais c'est déjà demander quel type d'AI est déployé. Est-ce que c'est une générative ou non générative? Et quelle est la valeur ajoutée par l'un ou l'autre? C'est sur base de quelles données le modèle est entraîné. Voilà, parce que ça peut évidemment altérer le type de réponse en fonction des données de base. Quelles sont les forces et les limites de l'outil éventuellement, mais aussi qu'est-ce qui est fait de mes données. Et cet article précise, et il y a encore une 5e question, je tease un petit peu, allez voir. Et l'article donne aussi des éléments pour comprendre les réponses qui seront fournies par le vendeur et pouvoir se faire sa propre opinion, pour pas y aller aveuglément uniquement sur un pitch commercial. Donc c'est un article sur Learning Guild, 5 key questions to ask AI vendor and how to understand the answers. Voilà, ça sera partagé en commentaire. Si après le dernier épisode, vous souhaitez quand même aller vers un outil d'AI et en acheter un, voilà, vous avez les questions clés à poser. Jérôme? Oui, pour ma part, je vous partage et on mettra effectivement le lien sur la page web qui regroupe les différentes ressources. C'est en fait un panorama des pratiques d'évaluation de la formation par le site évaluationformation.fr, mais donc derrière il y a Jonathan Potier qu'on salue et Joss Fremont, donc qui fait un peu, c'est une analyse, il y a une partie quantitative et qualitative sur les bonnes pratiques en termes d'évaluation. Donc c'est très pratique, comme le terme le dit. Hein, donc il y a une partie plus quantitative avec quasi 70 ou 70 réponses et puis des entretiens approfondis avec 9 entreprises. Donc plein de bonnes pratiques. En dehors de ça, ce que je trouve intéressant aussi, c'est sur la forme. Il y a moyen de le voir sur la page web. Il y a un format texte, mais il y a aussi, on peut consommer ou découvrir le contenu en format podcast ou même en format vidéo via YouTube. Donc voilà, chacun peut aussi aller un peu pêcher dans le format qui lui convient le mieux aussi. Donc voilà, je voulais saluer aussi cette initiative-là, non seulement en termes de fond, mais aussi de format. Voilà, proposer différents formats de découvrir ça. Je trouve que c'est aussi à aller voir. Cool. Ce qui me permet de rappeler à nos auditrices et auditeurs que vous pouvez aussi retrouver le podcast en vidéo si vous nous écoutez sur Spotify, Apple Podcast, une plateforme de podcast. Vous pouvez le retrouver sur YouTube. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à aller l'écouter aussi sur une plateforme de podcast, voire à découvrir ou redécouvrir les textes. Alors, la fonctionnalité n'est plus disponible pour l'instant, mais on va bientôt vous reproposer toutes les archives vers toutes les chroniques que vous avez pu entendre depuis le mois de septembre. Mais ce n'était pas ma recommandation. Parce que... Mais par contre, maintenant que tu le dis, Nico, en fait, ils se sont inspirés de nous. Oui, oui, je me disais, il a l'air de Jonathan. trouver ça génial, mais en fait... Jonathan, on t'a vu. Non, blague à part. On le saluait, mais on le salue plus du tout. Donc, pour ma part, la reco, cette fois-ci, c'est un petit logiciel que j'utilise très souvent, et notamment dans le cadre de ce podcast. C'est un site en ligne qui s'appelle Auphonic. Peut-être que vous le connaissez déjà, mais je remarque qu'il y a encore beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, et pourtant qui est génial dès qu'on a ce besoin-là. Et
et qui, oui, c'est peut-être pour une niche, mais néanmoins, si vous avez des fichiers audio à traiter, que ce soit des fichiers audio parce que vous avez enregistré un fichier audio ou même que vous fassiez de la vidéo et que vous souhaitiez améliorer l'audio, vous pouvez passer votre fichier dans Auphonic et à travers tous des pré-réglages que vous pouvez potentiellement modifier, mais je ne vous le conseille pas. Pour ma part, je fais confiance à l'outil. L'outil va vous traiter l'audio et le rendre de bien meilleure qualité. Pas forcément en augmentant les basses, en donnant une certaine voix radio, non, juste en améliorant la qualité. Et parfois, lorsque vous avez un son qui peut être pris avec beaucoup de bruit ambiant parce que vous prenez ça depuis le micro de votre ordinateur, votre webcam qui a elle-même un micro intégré, Auphonic va vous nettoyer le son. Donc, je vous conseille d'aller le tester. Je pense que vous avez 2 heures gratuites par mois, ce qui fait déjà largement l'affaire en fonction de vos productions. Et puis sinon, c'est un modèle freemium, donc vous pouvez acheter des crédits. Mais voilà, Auphonic, si vous avez des fichiers audio et que vous diffusez des fichiers audio ou vidéo qui ont donc de l'audio, je vous conseille de l'utiliser. Vos auditeurs ou les personnes qui vous regardent vous remercieront. Et en parlant de remerciements, il me reste à vous remercier, vous, auditrices et auditeurs, d'être restés avec nous jusqu'ici. Merci aussi à celles et ceux qui partagent nos épisodes, que ce soit sur les réseaux sociaux, par email ou par WhatsApp, parce que nos statistiques de diffusion nous l'indiquent effectivement. C'est avant tout grâce à vos partages que cette audience grandit. À travers Spotify ou YouTube, on a un peu de croissance organique, mais c'est surtout vos partages qui nourrissent l'audience. Donc, vous êtes les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices du podcast. Et donc, n'hésitez pas à continuer à en parler autour de vous. On vous remercie d'avance. Et d'ailleurs, petit teaser en cette fin d'épisode, car si vous nous écoutez encore, c'est que vous faites vraiment partie des meilleurs tout court. Sachez qu'en coulisses, on prépare de très chouettes choses, que ce soit pour cette fin de saison ou la saison prochaine, lors de laquelle nous aurons l'occasion de couvrir plus officiellement des événements du monde de la formation professionnelle en Belgique et en France. Plus officiellement, oui, on va plus s'installer nécessairement dans un bar ou sur une table qu'on vole dans un salon. Non, cette fois-ci, on nous invite officiellement. Et donc, vous pourrez découvrir tout ça. Donc, continuez à partager le podcast. C'est ce qui le fait grandir. C'est ce qui lui permet d'être plus reconnu et donc de vous proposer des épisodes de meilleure qualité. Merci à vous. Et donc, on se retrouve bientôt, chères auditrices, chers auditeurs, et Lionel, Jérôme. Ouais. À bientôt, merci tout le monde. Merci tout le monde, à bientôt. Salut. Ciao, ciao. Si vous aimez le podcast, dites-le à vos amis.